Être jolie, gentille, populaire, ça ne rend pas toujours service et cela peut attiser bien des jalousies. Jalousies qui peuvent nuire beaucoup plus qu'on ne le pense. C'est ce que nous allons découvrir ici avec la triste histoire de Chanda Scherer quand les ados tuent. Chanda Scherer est née le 6 juin 1979 dans le Kentucky, en Amérique centrale. Ses parents divorcent lorsqu'elle est enfant. À ce moment-là, Chanda va vivre chez sa mère, qui déménagera à Louisville. Une garde partagée entre les parents se met en place et cela fonctionne plutôt bien. Sa mère la garde en semaine et son père les week-ends. Sa mère se trouve un nouveau compagnon qui déménage ensuite chez elle et devient alors le beau-père officiel de Chanda. Chanda est une fille plutôt du genre dynamique et sportive, à qui tout réussit. En 1991, sa mère se sépare à nouveau. Suite à ce deuxième divorce, elle et sa fille, qui a alors 12 ans, déménagent encore une fois et se retrouvent cette fois-ci dans l'Indiana. Chanda est une jolie fille sociable qui s'intègre facilement dans son nouveau collège et elle se fait dès le premier jour des amis. Mais très vite, l'attractivité de Chanda attire bien des jalousies et rend en particulier jalouse une certaine Melinda, 16 ans, et vous allez comprendre pourquoi. Le troisième jour, l'une de ses camarades lui raconte qu'elle vient juste de rompre avec son petit ami. Elle lui dit qu'elle aimerait lui rendre la bague que son ex lui avait offerte, mais qu'elle n'ose pas aller le voir. Chanda, qui veut faire plaisir à sa nouvelle copine, lui propose de le faire pour elle. Mais quand elle va remettre la bague au garçon au nom de sa copine, celui-ci va partir dans une rage folle. Et Chanda, qui voulait bien faire, va s'en prendre plein la tête. La cousine du garçon, Amanda, 14 ans, est présente à ses côtés à ce moment-là et prend la défense de son cousin. Amanda est le style garçon manqué avec un caractère bien trempé. Celle-ci se met à hurler à son tour sur la pauvre Chanda. Elle lui dit de se mêler de ses affaires et la pousse contre le mur. La voyant tomber, les professeurs interviennent. Chanda veut riposter, mais les deux filles sont séparées, puis collées durant une semaine. Cette semaine de retenue qu'elles vont passer ensemble va les rapprocher et elles vont devenir amies. La mère de Chanda ne comprend pas ce revirement de situation et ne voit pas Amanda d'un très bon œil suite à ce qui s'est passé entre elle et sa fille. Celle-ci défend sa copine en lui expliquant qu'en général elle ne réagit pas comme ça et que sur le moment elle avait juste à cœur de défendre son cousin. Elle ajoute qu'en réalité c'est une fille très gentille. Sa mère finit par l'admettre car pour elle, tant que sa fille est contente, tout va bien. Les deux amies deviennent de plus en plus complices et Amanda se confie à elle. Elle lui explique qu'elle est en couple avec Melinda, une fille de 16 ans, et que leur relation est particulièrement compliquée car celle-ci a un vécu difficile. En effet, Melinda a grandi dans un environnement familial toxique. Son père a eu un comportement parfois violent et abusif envers sa famille et les choses ont fini par vraiment mal tourner entre lui et sa femme. Si bien que ses parents ont fini par divorcer, son père s'est physiquement éloigné de sa fille car il a ensuite refait sa vie en Floride. Malgré la distance qui les séparait, il gardait le contact avec sa fille par courrier car oui, à l'époque, les portables, les ordinateurs, ça n'existait pas encore. Bref, Melinda aimait son père de manière inconditionnelle, il lui manquait beaucoup, il s'écrivait régulièrement mais du jour au lendemain, le père de Melinda a arrêté de lui répondre et a coupé tout contact avec elle. Melinda ne s'en remettra pas et c'est à ce moment de vulnérabilité, alors qu'elle est complètement inconsolable, qu'Amanda va faire sa rencontre et la prendre sous son aile. Elles vont rapidement se mettre ensemble. C'est la première fois que Melinda sort avec une fille et sa mère aura bien du mal à l'accepter. Au début de leur relation, elle passera son temps à insulter sa petite amie Amanda dès qu'elle la verra. À cause de son vécu difficile, Melinda souffre de dépression et suit une thérapie. Elle sèche les cours et se bat souvent avec d'autres filles. Sa relation avec Amanda va en pâtir et se détériorer peu à peu. Pendant un an, elles vont passer leur temps à se disputer puis à se réconcilier jusqu'au jour où Melinda va se mettre à fréquenter d'autres filles en parallèle de sa relation chaotique. C'est exactement à ce moment que Chanda rencontrera Amanda et qu'elles tomberont progressivement amoureuses l'une de l'autre. Melinda va très vite remarquer leur rapprochement. En prise de jalousie, elle va se mettre à humilier Chanda en public en se moquant ouvertement de son physique. Mais quand Melinda apprend qu'Amanda a invité Chanda au bal de fin d'année, c'est le coup de grâce et elle ne va pas le supporter. Suite à ça, elle va poser un ultimatum à Amanda, lui demandant de choisir entre elle et sa rivale. Amanda aime sincèrement Chanda, mais a peur des représailles de Melinda et elle craint aussi que celle-ci ne pète complètement les plombs. Quand la mère de Chanda découvre que sa fille de 12 ans et Amanda 16 ans ont des relations intimes, elle est sous le choc. Au vu de son jeune âge, elle se dit qu'elle est sous influence et qu'elle se fait complètement manipuler. Elle décide donc de changer Chanda d'école pour couper le contact entre elles et les séparer.
Shonda s'adapte encore très facilement à son nouveau collège, dans lequel elle va rapidement intégrer le club de Pom-Pom Girls. De son côté, Amanda essaie de reprendre contact avec Shonda et lui écrit des lettres d'amour. Mais celle-ci est contente de sa nouvelle vie, et même si elle lui répond de temps à autre, Shonda est passée à autre chose. Ce n'est pas le cas d'Amanda qui se met à la harceler par courrier et par téléphone. Téléphone fixe, je précise. Shonda fait part de son ras-le-bol à l'une de ses amies tellement cela lui pourrit la vie. Et vu à quel point Shonda est une fille gentille et bienveillante, elle culpabilise de la situation. Un soir de janvier, alors que son père dort à l'étage, Shonda est en bas et regarde tranquillement la télé quand quelqu'un sonne à la porte. Elle ouvre à deux jeunes filles d'à peu près son âge, mais elle est étonnée car elle ne les connaît pas. Elles lui disent qu'elles sont copines avec son ex-petite amie Amanda, que depuis qu'elle est partie, elle lui manque beaucoup et qu'elle voudrait pouvoir discuter avec elle ce soir. Cela fait des mois que Shonda ne l'a pas vue, mais elle accepte tout de même de la revoir pour lui parler. Elle invite les deux filles, Tony 16 ans et Oprah surnommée Hope 15 ans, à l'attendre sur le pas de la porte car elle voudrait changer de tenue avant d'aller à la rencontre d'Amanda. Une voiture les attend à l'extérieur. Laurie, 17 ans, une fille qu'elle ne connaît pas, se tient au volant et Shonda se dit que c'est sûrement une autre amie d'Amanda. Elle s'attendait à retrouver son ex-copine dans la voiture, mais elle est surprise de ne pas la voir. Hope, l'une des filles qui a l'air très sympathique, lui explique qu'elle va pouvoir la voir à un point de rendez-vous où elles vont l'y emmener. Elle s'assoit alors sur le siège passager quand une quatrième fille qui était cachée derrière elle surgit et lui attrape sauvagement la tête, la menaçant d'un couteau à la gorge. Shonda se met à hurler, l'agresseur l'insulte et lui ordonne de se taire. Shonda reconnaît alors la voix de Melinda, l'ex d'Amanda. Elle comprend alors le traquenard. Melinda cherche à se venger d'elle. Elle maintiendra le couteau au niveau de son cou tout au long du trajet. Elles s'en vont jusqu'à une maison abandonnée, appelée le château de la sorcière par les jeunes qui y traînent parfois. En attendant d'arriver à destination, Shonda apeurée subit un véritable interrogatoire. Melinda lui demande si elle a couché avec Amanda et quelle position elles pratiquaient ensemble. Quant à Laurie, la conductrice qui est passionnée par la magie occulte, elle se met à raconter des histoires urbaines concernant le château de la sorcière vers lequel elle se dirige, racontant que 9 sorcières y avaient été enterrées vivantes. Ça met bien dans l'ambiance. Arrivée là-bas, Melinda et Amanda traînent Shonda de force en dehors de la voiture et la jettent violemment au sol. Shonda les supplie de la laisser partir. Avec son couteau, Melinda prend un malin plaisir à lui faire peur. Elle lui dit qu'elle a de beaux cheveux, mais elle se demande si elle serait toujours aussi belle si on les lui coupait. Laurie s'en va ensuite chercher un t-shirt dans la voiture, sur lequel il y a l'image d'un visage souriant avec une balle dans la tête. Par provocation, elle prend un briquet et le brûle devant les filles, un peu comme une sorte de rituel. Mais ses amis lui disent de ne pas faire ça ici, au risque d'attirer l'attention en voyant des véhicules rouler près du château. Elles reprennent alors tout ensemble la route et Shonda continue de supplier pour qu'on la laisse rentrer chez elle. Personne ne l'écoute et au lieu de ça, le groupe ne va faire que l'humilier durant tout le trajet. À un moment, Melinda va l'obliger à échanger son soutien-gorge avec celui de Hope et va devoir se déshabiller devant les filles. Laurie se gare près d'un dépotoir et elle et Melinda vont à nouveau extraire brutalement Shonda de la voiture. Celles-ci vont l'obliger à se déshabiller et pendant ce temps-là, pendant que Laurie maintient fermement Shonda, lui mettant les mains dans le dos, Melinda va assonner le visage de Shonda de coups de genoux. L'appareil dentaire qu'elle portait lui coupe alors l'intérieur de la bouche et elle se met à saigner abondamment. Melinda essaye ensuite de lui trancher la gorge avec le couteau, mais comme il n'est pas assez aiguisé, elle n'y parvient pas. Hope, qui est jusque-là spectatrice de la scène, va sortir de la voiture, pas pour aider Shonda, bien au contraire. Elle va maintenir Shonda au sol pour faciliter la tâche des deux bourreaux. Malgré ça, elle n'arrive pas à lui tailler le cou. Melinda et Laurie la poignardent alors à la poitrine à de nombreuses reprises. Elle demande ensuite à leur complice de retourner à la voiture. Tony, qui est resté dans la voiture, est en état de choc et se tourne vers Hope, sidérée que sa meilleure amie leur soit venue en aide. Pour elle, les choses sont allées beaucoup trop loin. Pendant ce temps-là, Melinda et Laurie étranglent Shonda avec une corde et la portent jusqu'au coffre. Elles entrent ensuite dans la voiture et annoncent au reste du groupe que Shonda est morte. Hope s'effondre en sanglots et devient hystérique. Laurie propose alors aux filles de venir chez elle pour se nettoyer de tout le sang qu'elles ont sur elles, quand soudain elles entendent des cris provenant du coffre. À la stupeur générale, Shonda est encore en vie. Laurie s'empresse de retourner la voir un couteau à la main et la poignarde encore plusieurs fois. Arrivée chez elle, assoiffée et exténuée, elle se pose dans le salon et boivent un verre. Personne ne parle, l'atmosphère est plus que pesante. Quand les aboiements du chien de Laurie viennent percer le calme qui régnait jusque-là, les filles se mettent à sursauter et entendent ensuite les cris étouffés de Shonda. Laurie se tourne vers le groupe et leur dit froidement « Je m'en charge ».
Elle s'empare d'un gros couteau de cuisine et sort. Elle revient quelques minutes plus tard, les mains ensanglantées. Les cris de Shonda ont cessé. Vers 2h30 du matin, Lori propose aux filles de se balader sur les petites routes de campagne, mais Tony et Hope sont trop fatigués et refusent la proposition. Seule Melinda accepte de l'accompagner. Elles partent brûler les affaires de Shonda et cherchent une solution pour faire disparaître son corps dans la nuit. Mais encore une fois, les cris de Shonda retentissent. Les filles décident donc de conduire toute la nuit en attendant de trouver une idée et en espérant que leurs victimes finissent enfin par succomber à ses blessures. Malgré des heures de route, Shonda parvient encore à gémir suffisamment pour déranger ses deux bourreaux. Lori n'en peut plus, gare la voiture et retourne ouvrir le coffre, bien décidée à la faire taire une bonne fois pour toutes. Melinda observe ce qu'il se passe par le rétroviseur intérieur. Elle entend Shonda hurler avant qu'intervienne un bruit sourd qui finira par mettre fin à ses cris. Lori referme le coffre et retourne s'asseoir dans la voiture, galvanisée par les coups qu'elle vient de porter à Shonda à l'aide du cric. Les filles se décident à faire disparaître le corps de Shonda en le brûlant. Mais après toutes ces tentatives infructueuses pour tenter de la tuer, elles se demandent encore si elle est bel et bien morte. Elles retournent toutes les deux vérifier le coffre et lorsqu'elles ouvrent celui-ci, le corps de Shonda entièrement recouvert de sang se redresse vers elles, les yeux révulsés, un seul mot sortira de sa bouche. Maman. Devant cette vision d'horreur, les deux filles se mettent à hurler et referment aussitôt le coffre sur elles. C'est vraiment une scène digne d'un film d'horreur. Shonda et Lori reprennent la route, mais elles entendent encore Shonda gémir et donner des coups dans le coffre. Épuisée de conduire, Lori décide de retourner à la maison et elle et Melinda en profitent pour se nettoyer car elles sont tachées de sang. Elle réveille ensuite Tony et Hope pour leur raconter leur nuit. Melinda explique qu'elles ont dû frapper Shonda à plusieurs reprises tellement celle-ci était tenace. Elles ont même fini par plaisanter à ce sujet. Les 4 filles retournent ensuite à la voiture. Elles réfléchissent à trouver un endroit pour brûler le corps de leur victime. Avant de partir, Hope s'en va ouvrir le coffre pour vérifier l'état de celle-ci. À ce moment-là, sa meilleure amie Tony est dans la voiture. Elle entend les cris déchirant de Shonda et se met à exploser en sanglots. Cela lui est tellement insupportable qu'elle monte le son de la radio pour couvrir les hurlements. Hope se montre particulièrement insensible, voire même un brin sadique. Elle prend un malin plaisir à faire souffrir Shonda de plus belle. Munie d'un spray nettoyant, elle s'amuse à asperger ses blessures pour la faire crier encore plus. Les filles ont pris soin de remplir un bidon d'essence et se sont ensuite rendues sur un terrain vague pour en finir une bonne fois pour toutes avec ce qu'il reste de la tenace Shonda. Seule Tony restera dans la voiture. Les 3 autres filles enroulent le corps complètement ensanglanté de leur souffre-douleur. Désormais incapable de produire le moindre son, Shonda s'agrippe malgré tout avec force à la couverture. C'est Hope qui verse l'essence sur le corps de Shonda qui s'embrase aussitôt. Tout est allé tellement vite qu'aucune d'elles ne se souvient qui a mis le feu. Le 11 janvier 1992, 2 chasseurs tombent sur une pile de vêtements brûlés sur le bord de la route et découvrent un cadavre calciné. Ils appellent aussitôt la police. Le lendemain de cette longue nuit de torture, une certaine Tony se rend au commissariat avec ses parents et rapporte avoir été témoin d'un meurtre, celui de Shonda Shearer. Les policiers cherchent dans leur dossier et découvrent que Shonda a été portée disparue il y a peu de temps. En effet, son père, très inquiet car sans nouvelles de sa fille, les a appelés pour les alerter de sa disparition. Dans le même temps, le corps retrouvé calciné est identifié grâce à ses informations dentaires et à la bague qu'il portait au doigt. Il s'agit bien évidemment de celui de Shonda Shearer. L'autopsie révélera qu'elle a été brûlée vive. Le jour de la macabre découverte, les policiers ont débarqué chez Melinda en pleine nuit pour l'arrêter ainsi que sa complice Lori qui dormait alors chez elle. Melinda, Lori, Tony et Hope vont toutes se faire interroger séparément. Tony dira aux enquêteurs ne pas avoir participé au meurtre, avoir été seulement présente au château de la sorcière, mais pas au moment où le corps de Shonda aurait été brûlé, expliquant qu'à ce moment-là, elle dormait à la maison. Or, plusieurs témoins avaient rapporté avoir vu les 4 jeunes filles au fast-food peu de temps après le crime, ce qui discrédita bien évidemment ses propos. Tony sera donc considéré comme complice par la police. Lors de l'audience préliminaire, il est déclaré qu'au vu de la gravité des accusations, Melinda et Lori seraient jugées comme des adultes.
Lors de l'expertise psychiatrique, Laurie explique qu'elle est victime d'hallucinations, mais après l'évaluation, les spécialistes se rendent vite compte de la supercherie. Ils comprennent que Laurie simule et tente de plaider la folie afin d'obtenir une peine plus clémente. Le 16 mars, Tony et Hope seront considérés comme complices du meurtre et malgré leur jeune âge, elles vont également être jugées comme des adultes, risquant elles aussi la peine de mort. Les 4 filles seront jugées séparément. 4 procès auront donc lieu dans 4 villes différentes avec 4 défenses différentes. Le 20 avril 1992, le procureur a accepté d'abandonner 6 charges contre Tony à condition qu'elle se soumette au polygraphe, communément appelé détecteur de mensonges. Le 21 septembre 1992, Melinda et Laurie ont plaidé coupables pour avoir torturé et assassiné Chanda Scherer dans le but d'échapper à la peine de mort. Elles ont donc écopé de 60 ans de prison. Comme les faits sont vieux, Laurie a été libérée en 2018 et Melinda un an plus tard. Hope a aussi été condamnée à 60 ans de prison. Elle a peut-être moins participé aux sévices infligés par ses 2 acolytes, mais au final, même si on ne sait pas qui a allumé le feu, c'est quand même elle qui a vidé le bidon d'essence sur Chanda. Hope fait appel et le juge va réduire à 35 ans sa peine d'emprisonnement. Elle a donc été libérée en 2006. Tony, qui a coopéré avec la police, a pour sa part été condamnée à une peine de 20 ans de prison maximum. Elle sortira finalement en 2000 après 7 ans d'emprisonnement. Je ne vous ai pas fait la genèse de tout défi en question car la vidéo aurait été beaucoup trop longue et compliquée, mais je tiens à préciser qu'elles avaient chacune de gros problèmes d'ordre psychologique et familiaux. Cette histoire était assez éprouvante pour moi à vous raconter, surtout que Chanda était une fille très attachante, pleine de vie et qui avait vraiment tout pour elle. Et quand on voit tout ce qu'elle a subi et la façon dont elle a résisté avec force, on se dit que ce qui lui est arrivé est tellement injuste, elle avait juste la soif de vivre, on sent vraiment que cette fille était une battante et qu'elle aurait pu aller très très loin. Moi, ça m'a fait beaucoup de peine et j'imagine même pas la douleur de son entourage, ça a dû vraiment être atroce pour eux. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce fait divers vous a intéressé. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de la Dark Zone, portant encore une fois sur les ados tueurs.